si ces derniers jours avaient marqué un changement radical, majeur dans les équilibres de la dissuasion nucléaire mondiale? Bonjour Général Paloméros, merci d'être avec nous, ancien commandeur suprême de l'OTAN, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air française. On va voir tout cela avec vous, on va commenter les dernières déclarations, notamment celles des présidents russes et biélorusses. Mais avant cela, j'aimerais vous faire écouter une déclaration, celle de Donald Trump, le président des États-Unis, qui vient de rentrer aux États-Unis après une tournée asiatique, sur le changement de position, de positionnement des Américains liés à leur défense et à leur armement nucléaire. Écoutez ce qu'il dit. Parlez-vous littéralement de relancer les essais nucléaires souterrains? Vous verrez bientôt. Nous allons procéder à des tests, oui. Et d'autres pays le font aussi. S'ils le font, nous le ferons aussi. Vous ne pouvez pas clarifier si vous allez relancer ça ou pas? Je ne vais pas le dire. Je sais exactement ce que nous faisons, où nous le faisons, mais d'autres pays le font aussi. Et si d'autres pays le font, nous le faisons aussi. Et la raison pour laquelle ce journaliste pose et repose cette question, c'est qu'il y a dans les propos du président américain une ambiguïté sur ce que vont faire les États-Unis dans les semaines, les mois ou les années qui viennent, parce que tout cela prend du temps évidemment. Qu'est-ce que vous en comprenez? D'abord, si on regarde la position russe, je dirais, quand on joue avec des allumettes, on finit par se brûler. Et je crois que Poutine a excédé M. Trump, Donald Trump, qui répond en disant bon, maintenant ça suffit, parce que Poutine a exhibé en fait des armements nucléaires dont on ne sait pas trop s'ils vont fonctionner, mais qui sont quand même un petit rappel, un missile à propulsion nucléaire et puis une sorte de torpille. C'est la triade qui fonctionne sur le même système. Une torpille, oui, des armes inarrêtables, dit le président russe. Personne n'en sait rien. Mais de toute façon, le principe de la dissuasion, c'est qu'on y croit, et donc les armes sont inarrêtables. C'est ce qu'on pense vis-à-vis de la nôtre, sinon elle ne servirait à rien, cette dissuasion nucléaire. Donc je crois qu'à force d'en faire trop, M. Poutine a déclenché un sentiment pas de frustration, mais en tout cas une certaine colère qu'on ressent assez bien dans les propos de M. Trump. Alors maintenant, il faut revenir quand même à des bases. Les grandes puissances n'ont absolument pas besoin d'essais nucléaires aujourd'hui pour mettre en œuvre leur dissuasion. Pour être bien clair, Général, ça veut dire pas de champignons au-dessus d'un désert ou d'un océan, ça veut dire pas de tests même, parce qu'aujourd'hui on peut faire ça en reproduction. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, c'est ce que vous comprenez? Non, alors, il y a évidemment une ambiguïté qui est peut-être volontaire de la part de Trump, pour bien marquer le moment. Je crois qu'il a voulu vraiment marquer le moment en disant bon, ça suffit de jouer avec le nucléaire comme on joue avec un hochet. Donc, premier élément. Deuxième élément, il sait très bien que les Américains, comme nous, comme les Français d'ailleurs, nous avons eu les moyens, nous avons développé des moyens de simulation pour éviter, pour arrêter de faire des essais nucléaires, et on s'en trouve fort aise aujourd'hui. Et puis que quelque part, ce traité d'interdiction des essais nucléaires, même s'il n'a pas été ratifié, même si les Russes le dénoncent, c'est encore ce qu'on a de mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, les Russes ont réagi très rapidement. Vous l'avez entendu. Dans les 24 heures qui ont suivi, faites en sorte que M. Trump ne se trompe pas. Il ne s'agit pas de lancer des essais nucléaires, mais on montre ces armes du diable, ces armes de l'enfer. Mais à en faire trop, voilà où on en arrive. Alors, après... est-ce qu'on va voir... Le fond de l'affaire, c'est surtout de savoir s'il va y avoir ou non un changement de doctrine nucléaire de la part des Américains. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que Donald Trump s'est exprimé, il s'est exprimé à plusieurs reprises, mais il a aussi fait passer le message de manière différente, notamment par son vice-président, J.D. Vance, et par son secrétaire d'État à la Défense. Je vous propose de les écouter tous les deux et on réagit juste après. Nous avons un arsenal important, évidemment. Les Russes et les Chinois ont aussi un arsenal nucléaire important. Parfois, vous avez besoin de le tester pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Nous travaillons même avec des pays avec lesquels nous n'avons pas les meilleures relations pour essayer de limiter la prolifération nucléaire. Le président va continuer à travailler dans ce sens, mais il est important pour la sécurité nationale de s'assurer que notre arsenal fonctionne correctement. Et cela fait partie d'un programme d'essai. Pour être clair, nous savons qu'il fonctionne correctement, mais on doit veiller à cela au fil du temps. Le président a clairement indiqué que nous devons disposer d'une force de dissuasion nucléaire crédible. C'est le fondement même de notre dissuasion. Il est tout à fait responsable, très responsable de comprendre cela et de reprendre les essais. Si vous savez ce dont vous disposez et que vous vous assurez que cela fonctionne bien, je pense que cela réduit le risque de conflit nucléaire. Nous agissons rapidement. Les États-Unis veilleront à disposer de l'arsenal nucléaire le plus puissant et le plus performant afin de maintenir la paix par la force.
Voilà pour cette déclaration du secrétaire à la Défense. Est-ce à dire que ce que vont faire les États-Unis, ce qu'ils proposent? On se demandait justement au sujet des propos de Donald Trump où se situait la limite entre ce qui était prévu et ce qui allait être fait. Est-ce à dire que ce que veulent faire les Américains, c'est juste s'assurer que toute leur chaîne de commandement, que ce soit les CEO qui s'ouvrent correctement, les procédures qui sont respectées, les protocoles qui sont compris par tous, qu'il n'y ait aucune poussière dans la machine, si j'ose dire? Ça, c'est clair, d'autant plus que les Américains ont rencontré des vraies difficultés dans un passé assez récent avec leur chaîne nucléaire. D'ailleurs, ils sont venus nous voir à l'époque, j'étais chef d'état-major de l'armée de l'air. Ils avaient des vrais soucis de contrôle en fait de la chaîne complète. Ça, c'est pas acceptable. Bon, ça c'est c'est quoi un souci de contrôle de la chaîne complète? Que chacun sache bien ce qu'il a à faire, qu'il y ait des procédures et que quiconque a l'autorité puisse l'exercer, mais n'outrepasse pas cette autorité, si vous voulez. On a vu quand même des avions se balader entre guillemets avec des armes nucléaires sans que ça corresponde vraiment à une posture particulière. Vous voyez, ça c'est allé jusque-là. Oui, ça, donc, des incompréhensions dans la chaîne de commandement. Elle est assez complexe, la chaîne de commandement. Chez nous, c'est très vertical. Il y a le président et puis le chef d'état-major des armées. Très bien. Chez nous, chez eux, c'était beaucoup plus complexe. Je pense qu'ils ont simplifié ça. Mais ils ont besoin de montrer que leur dissuasion est crédible. Je crois que le fond il est là. Et surtout de présenter ça aux Américains en disant, attendez, vous ne laissez pas étourdir par les annonces de Poutine. Nous aussi, on a ce qu'il faut, s'il faut. Et on saura réagir. Et je crois que c'est cette logique-là qui est en train de se mettre en place. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a des pays, malgré tout. La Corée du Nord fait toujours des essais nucléaires. C'est le seul pays. Mais il n'y en a pas eu ailleurs en 33 ans, je crois. En 21e siècle, il l'a fait. Bon, on peut se dire c'est trop, c'est vrai, c'est trop. Mais d'un autre côté, les autres pays ne l'ont pas fait. Soit parce qu'ils n'en ont pas besoin. Maintenant, attention, parce qu'on vit quand même une ère de nucléarisation, sans vouloir faire peur. C'est la question que j'allais vous poser, parce que toutes les questions que je vous pose ce soir, tous ces déclarations que l'on commente depuis quelques semaines, il faut bien le dire, les choses ont évolué. Bien sûr. Ça montre aussi quelque chose, une montée en tension. Je ne sais pas si on peut parler d'escalade, d'engrenage. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit un monde qui est marqué d'abord par des rapports de puissance très forts. La compétition est devenue une confrontation permanente. Bon, même si on a parfois de bonnes nouvelles, les Chinois, tout ça repose quand même sur cet équilibre Chine-États-Unis. Il ne faut pas se leurrer. C'est ça, les deux grandes puissances de ce siècle. Et autour tournent des satellites, plus ou moins, et en espérant que l'Europe trouvera sa place dans cette équation. On va en parler de l'Europe, oui. Et évidemment, le nucléaire est un des outils de la puissance. Mais on a démontré aussi, là, encore récemment, qu'une dissuasion nucléaire n'était pas suffisante, que si elle ne s'appuyait pas sur une dissuasion conventionnelle. On ne peut pas tout traiter avec le nucléaire. Et c'est un peu le risque que fait planer Poutine, c'est que dès qu'il se passe quelque chose qui ne va pas bien, il agite son nucléaire. Mais ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais général, on entend aussi dire que le nucléaire a évolué, qu'on n'est plus à l'âge d'Hiroshima et de Nagasaki, et qu'aujourd'hui, il y a des bombes tactiques, qu'ils pourraient être utilisées de manière peut-être différente sur un plan strictement militaire, ou dans le cadre d'un conflit, par exemple, comme celui qui oppose l'Ukraine à la Russie. Alors, et là, c'est très intéressant parce qu'il y a un document fondamental sur lequel les chefs militaires se penchent toujours quand il est actualisé, c'est la posture nucléaire des États-Unis. Et je gagerais assez facilement que M. Trump va sortir une nouvelle posture, une doctrine, en fait. Et c'est là que ça se joue. Par exemple, va-t-il mettre l'accent sur la miniaturisation des armes nucléaires? Ça, c'est un signe. Ça a été le cas par le passé dans ces postures de rue. Donc ça donne le ton. On sait où ils veulent aller. Donc ça, il faut le regarder de près. Ou est-ce qu'il va se contenter de renforcer la posture de dissuasion classique? On dit, bon, c'est de la dissuasion quelque part du fort au fort, mais nous, États-Unis, on n'a aucun intérêt et on ne souhaite pas, c'est ce que j'ai entendu dans les mots de Pete Hegseth ou de J.D. Vance, rentrer dans une prolifération, si vous voulez, stopper la prolifération. Sauf qu'évidemment, l'Iran, on le sait maintenant, n'a pas arrêté son programme nucléaire, et sauf que tout cela, que la Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire,
Et que tout ça, ça pousse quand même, qu'on le veuille ou non, à une nucléarisation du monde, parce que si la puissance nucléaire est l'apanage des puissances qui compteront au XXIe siècle, évidemment, tout le monde va vouloir en faire partie. Donc ça c'est un peu le risque qui est devant nous. Pardon, je vous en prie. Je perds ma voix. Écoutez, Vladimir... Je ne savais pas comment combattre ton grand-père, mais tu te bats exactement comme lui. J'essaye. C'est dans nos gènes, tu comprends? On possède cela, nous les Russes. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Vous voyez, c'est marqué d'ailleurs à l'écran, c'est ce que je viens de dire à l'instant. Trump prêt à changer la doctrine US. C'est ça le fond. Et là, maintenant, je pense que les Russes commencent à se dire... On a poussé trop loin le bouchon, on est allé trop loin. Et il essaye de ramener la balle au centre, mais ça ne sera pas facile. Parce que là, il a, comment dirais-je, il n'a pas du tout effrayé M. Trump, mais il a mis en action sur ce domaine précis où Donald Trump n'était pas vraiment attendu. Si vous voulez, c'est plutôt un faiseur, il se veut faiseur de paix. Il a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas d'une prolifération, très bien, il a frappé en Iran, c'est pas suffisant, mais enfin c'était un signe. Donc là, je pense qu'on va avoir cette révision de la posture nucléaire américaine, et c'est ça qui va nous donner le ton. Ce face-à-face, qu'est-ce qu'il change pour les Européens et pour nous Français? Il continue à montrer que l'Europe doit s'articuler autour d'une dissuasion nucléaire, parce que sinon elle ne comptera pas, alors c'est un sujet en soi bien sûr, et qui s'appuie sur une dissuasion conventionnelle. Donc les deux marchant main dans la main. On ne va pas dissuader des guerres hybrides ou même des actions menées par des États moyens par la dissuasion nucléaire. On sait très bien que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc il faut trouver cet équilibre. Or en Europe, si on prend la coalition des volontaires, on peut dire qu'il y a deux puissances qui comptent en la matière de nucléaire. C'est la Grande-Bretagne, mais qui a quand même une certaine forme de dépendance vis-à-vis des États-Unis, et donc la France. Alors la France, elle a réduit quand même son arsenal nucléaire dès que la guerre froide a été terminée. On peut le regretter, mais c'est trop tard. Je crois que dans les lois de programmation à venir, le nucléaire va garder toute sa place, peut-être même prendre une place un peu plus large, je ne sais pas, peut-être revoir la posture de la dissuasion aéroportée, c'est pas impossible qu'on la renforce un peu, pourquoi pas. La France qui a annoncé justement avoir déployé un nouveau missile balistique, c'est le M51. Oui. Quelles sont ses capacités? Pourquoi le faire savoir? C'est parce que la dissuasion, ça marche si l'adversaire y croit, si elle est crédible. Et la France, elle a eu ce mérite, et je pense qu'on peut s'inspirer de l'exemple de la dissuasion dans bien d'autres domaines, d'avoir de la continuité. Quel que soit, finalement, depuis le général de Gaulle, même la 4e République, c'est la 4e République qui a lancé vraiment la dissuasion nucléaire. Mais depuis donc la 4e République, évidemment, le général de Gaulle et tous ceux qui l'ont suivi ont une constante, c'est on va continuer à entretenir la crédibilité de notre dissuasion. Et on va la faire évoluer. Maintenant, on sait simuler, et c'est pour ça qu'on a pu se permettre d'arrêter les essais nucléaires, on sait simuler l'effet des armes futures, on sait en toute sécurité. Et donc, il y a des évolutions, évidemment, qui sont amenées par les nouvelles technologies, mais surtout l'évolution des menaces. C'est la menace, le bouclier contre le glaive contre le bouclier. Il faut absolument que cette dissuasion soit crédible. Il faut que ça passe. Donc voilà, il y a les missiles. On peut dire, sans trop se monter du col, que la dissuasion nucléaire française, elle a quand même une crédibilité extraordinaire aujourd'hui. C'est l'excellence. Moi, je l'ai vécu aussi bien dans l'armée de l'air, je l'ai vu quand j'étais à l'état-major des armées. C'est vraiment l'excellence de l'excellence, et il faut que ça demeure le cas. Que ça soit en termes de technologie, ou en termes de doctrine d'emploi, ou en termes de contrôle. On voit qu'évidemment, dans ce monde-là, c'est capital. J'aimerais vous faire réagir à une information que nous donnent nos confrères de CNN. Le Pentagone aurait donné son feu vert pour la livraison de Tomahawk à l'Ukraine. Tomahawk, ce sont ces missiles longue portée qui permettrait aux Ukrainiens d'aller frapper en profondeur du côté russe. Alors c'est un fait majeur parce que l'un des arguments qui avait été utilisé par Donald Trump pour hésiter un peu à faire ce choix, c'était l'état des stocks. Apparemment, l'armée américaine dit « nous, on est bon ». Est-ce que cette question-là est réglée ?
Écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, les Russes ont poussé le bouchon trop loin et maintenant, voilà, ils vont avoir du mal à faire rentrer le diable dans la boîte, si je peux dire. Vous pensez que ces déclarations liées au nucléaire et maintenant cette information de Tomahawk qui nous... il ne faut peut-être pas pousser M. Trump trop loin, quoi. Enfin, c'est ça le résultat des courses. Donc une nouvelle posture de dissuasion, moi, ça marquera son quinquennat, enfin son mandat. Son mandat. Et puis il sent que c'est nécessaire aujourd'hui. Il sent qu'il faut rappeler à tout le monde que les Américains restent les maîtres. Et deuxièmement, c'est toute la partie conventionnelle. Et le fait de donner ces armes, si ça se confirme aux Ukrainiens, ça fera peser sur les Russes une pression. Et les Ukrainiens en ont bien besoin. Ils en ont bien besoin parce que la situation est difficile. Juste qu'on comprenne bien, des armes comme ça, est-ce que vous connaissez l'expression game changer? Est-ce que c'est un game changer ou est-ce qu'elles peuvent rééquilibrer au moins le rapport de force aujourd'hui qui est plutôt favorable aux Russes? Il n'y a pas beaucoup de game là-dedans. Mais non, bien sûr. C'est une évolution. Les Ukrainiens ont montré leur savoir-faire d'un côté et leur sagesse, si je puis dire. On regarde ce qu'ils frappent. Ils savent frapper maintenant dans la profondeur. Ils s'en sont donné les moyens, d'ailleurs, tout seuls. Là, si c'est Tomahawk, on leur en a donné aussi. Hein, le missile Storm Shadow, Scalp, tout ça, c'est de la frappe dans la profondeur. Les Américains en ont donné jusqu'à un certain point. Et puis là, on passerait à l'étape suivante. Ça permettrait surtout aux Russes d'aller frapper des endroits très stratégiques, comme par exemple l'usine de fabrication des drones qui est très loin. Aux Ukrainiens, oui. Aux Ukrainiens, pardon. Qui est dans le Tatarstan. Voilà. Ça pourrait être une cible extrêmement légitime. Ou d'autres, dans une stratégie qu'ils essayent de mettre en place de déstabilisation de la chaîne énergétique russe, à la fois pour son propre besoin, mais aussi pour, évidemment, l'exporter. Ça, c'est des outils qui sont parfaitement adaptés pour ce genre de choses. Pas besoin d'aller frapper dans les villes. De toute façon, il y aura, si ces Tomahawks sont livrés, il y aura forcément un contrôle. Oui. Je pense que les Américains sont derrière. Et il faudra du temps aussi pour les acheminer, pour former le personnel ukrainien probablement à s'en servir. Enfin, ils vont très vite. Les Ukrainiens, ils comprennent... Je peux vous dire qu'avec les nouveaux systèmes d'armes qu'on leur a donnés, c'est pas le temps que ça leur a pris de bien les utiliser, peut-être même d'innover et d'inventer. On le voit avec les drones en particulier. En attendant qu'ils puissent utiliser ces missiles, si tout cela venait à se concrétiser évidemment, Volodymyr Zelensky veut constituer une flotte aérienne de 250 chasseurs. La Suède, les États-Unis et la France pourraient participer à la constitution de cette flotte. Je vous propose de l'écouter, le président ukrainien. Pour notre armée, c'est une priorité. Les Gripen sont la priorité. C'est pourquoi nous les avons choisis. C'est une question d'argent. C'est une question de maniabilité, d'utilisation, mais aussi une question qui concerne notre pays. Et entre nous, nous savons avec qui nous nous battons. Probablement entre 100 et 150 avions de combat Gripen du modèle E, actuellement en cours de fabrication, afin de construire une nouvelle armée aérienne ukrainienne puissante. Voilà, la deuxième personne que vous avez aperçue, c'est le Premier ministre suédois, à 150 Gripen qui sont en cours de construction. Donc, ce n'est pas des avions qui sont recyclés, ils sont fabriqués pour cela. Est-ce que ça suffira, 250 avions, pour rééquilibrer? Là aussi, c'est ce que demandent les Ukrainiens depuis le début de cette invasion globale, que le ciel soit fermé, comprendre que les Russes ne puissent pas y entrer. C'est extrêmement intéressant parce que dans mon rôle de chef d'état-major et même avant, ainsi que mes successeurs et mes prédécesseurs, on s'est battu quelque part pour une armée de l'air qui était aux alentours de 300 avions de combat, quoi, pour couvrir les... C'était le minimum, mais c'était ce qu'il fallait. On ne les a pas aujourd'hui, c'est dommage. Non, mais le fait que le président Zelensky apprécie le rôle de la puissance aérienne dans les conflits modernes, c'est quand même un signe. Il est en guerre, il est en train de se battre contre les Russes et il se dit, si j'avais une armée de l'air, une puissance aérienne digne de ce nom, aujourd'hui ça rééquilibrerait en partie, hein, ça ne ferait pas tout le boulot, mais en partie le déséquilibre des moyens. Les drones ne font pas tout, ça c'est sûr. Non, c'est très complémentaire, c'est un système de combat aérien qu'il faut construire. Donc 250 chasseurs, ça vous semble être un système de combat complet pour pouvoir répondre à la menace. Ça, oui, c'est intéressant. Si vous entraînez correctement vos pilotes, si vous avez une maintenance qui permet de les faire voler avec une forte disponibilité, c'est là aussi la clé. C'est un peu le problème des Russes. Alors les Suédois étudient peut-être la fabrication de pièces détachées
en Ukraine, sur le sol ukrainien, pour que ce soit plus rapide. Il reste une centaine d'avions à fournir si on veut atteindre ces 250 appareils. Il y aurait notamment des discussions sur le Rafale. Il y a déjà des Mirage français qui opèrent dans le ciel ukrainien, des Rafales pas à notre connaissance. Est-ce qu'on peut se passer, nous, de nos Rafales? De combien? Ou de combien de temps a-t-on besoin pour produire ce dont l'Ukraine aurait besoin? Et ceux qui connaissent bien ces dossiers savent combien l'armée de l'air s'est engagée pour mettre en œuvre cet avion d'exception, polyvalent, qui fait toutes les missions aujourd'hui qui sont demandées aux armées de l'air modernes, et combien l'armée de l'air a contribué à son export, ce qui est une bonne chose. L'industrie de défense est aussi une industrie qui rapporte, c'est une industrie de pouvoir, et l'aérospatiale en particulier, c'est une industrie qui marque aussi le niveau d'une puissance, et c'est le cas pour la France. Donc, oui, mais il n'est pas illogique que M. Zelensky, face à une grande puissance comme la Russie, demande à être équipé des meilleurs outils possibles, et en particulier d'avions comme le Rafale. Ça pourrait, si l'on additionne cette flotte de chasseurs... Mais ça prendra du temps. Les Tomahawk, on parle de quoi? D'un délai de 2 ans, 3 ans peut-être? De fabrication, enfin, il y a déjà beaucoup de on ne se rend pas compte combien de temps il faut pour... L'armée de l'air en a déjà passé, donc enfin, il faut plusieurs années. Un chasseur, c'est plusieurs années. J'avais dit, pour reconstruire une armée de l'air, tout au début du conflit, j'avais dit il faut au moins 3 ou 4 ans. Oui, c'est ce que disent les Suédois pour les Gripen, 3 ans à peu près. Ouais, donc, pour la enfin, il faut prévoir l'avenir, il faut continuer à prévoir l'avenir. Une Ukraine souveraine aura besoin d'une armée de l'air puissante. Un dernier mot très intéressant, les États-Unis qui continuent à se désengager du continent européen. Je dis désengager militairement. On était déjà au courant pour la Roumanie. Les forces américaines présentes en Bulgarie, en Hongrie, en Slovaquie vont aussi être revues à la baisse. Dès le mois prochain, ça va vite. Est-ce que c'est un bon signal envoyé à Moscou? Oh, M. Poutine peut apprécier cela, mais si en contrepartie M. Trump donne des tomahawks à l'Ukraine, il l'appréciera moins. Oh, sur ce qu'on en sait à ce stade, c'est des réorganisations. Ça ne me paraît pas catastrophique, c'est pas vraiment un désengagement. Ouais, c'est ce que disent les Américains. Eux, ils parlent de rééquilibrage marginal. C'est normal, ils ont d'autres soucis ailleurs, ils équilibrent aussi leurs forces. Donc, moi, ça ne me choque pas, ça fait partie de l'évolution des structures. Maintenant, ces pays-là, les pays de l'Est se prennent mieux en main, on les aide. Et ce club des volontaires, là, qui est quand même à l'essence du soutien que nous fournissons à l'Ukraine, et qui est une belle réussite. Il faut le dire aussi, il faut savoir parler des bonnes nouvelles. On a réussi à maintenir une trentaine de pays derrière l'Ukraine, et qui sont en train de travailler en permanence pour fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Voilà, ça c'est sans doute la clé du futur. Eh bien, je pense qu'en s'appuyant là-dessus, on peut avoir quelque espoir. Mais il faut passer le cap encore de cette année, et encore et encore et encore. C'est difficile pour les Ukrainiens. Évidemment. 80 000 soldats américains actuellement déployés en Europe. Est-ce qu'il y a, c'est une question un peu idiote, mais une jauge en dessous de laquelle la sécurité de l'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, serait compromise? Il faut voir les choses en termes de capacité produite. Ce qui nous intéresse autant, c'est évidemment la matière humaine. C'est important de travailler ensemble, d'être interopérable. Mais c'est aussi les capacités qui sont produites. Par exemple, il y a des domaines comme la défense antimissile, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, ou d'autres domaines où la présence américaine est indispensable. Comme ancien patron de l'OTAN pour la transformation, si vous voulez, quand on faisait les plans, il y avait des domaines où on ne pouvait pas pallier, même aujourd'hui, des déficiences américaines s'il y en avait eu. Donc, dans certaines capacités, le transport stratégique, c'est aussi un des sujets, si vous voulez. Donc, ce qu'il ne faut pas qu'on perde, c'est ça. Mais si les Américains réorganisent leurs forces, je ne dirais pas que ce n'est pas un problème de nombre, mais tant qu'ils ne se retirent pas complètement et qu'ils retirent leur capacité stratégique, tout va bien. Merci, Général, pour ces explications.